Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau talk du MBA MCI. Aujourd'hui, nous retrouvons Valérian Mauvet, vidéaste et auto-entrepreneur, pour savoir comment le métier de vidéaste évolue aujourd'hui en 2025 entre nouvelles attentes et nouvelles technologies. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce talk pour parler ensemble de ce que tu fais au quotidien, de ce qu'est ton métier de vidéaste et comment tu jongles entre ton métier en freelance, en indépendant et tes missions au sein de Veolia. Ok, très bien, ça marche. Donc déjà, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie concrètement de devenir vidéaste? Alors, c'est une très bonne question. C'est bien de commencer par ça parce que, en gros, moi j'ai 25 ans, ça fait 2 ans que j'ai commencé à vivre de la vidéo, que c'est vraiment mon métier. Avant, c'était une passion parmi d'autres, mais une grande passion dans ma vie, donc j'ai pu la transformer en métier. Ce qui est plutôt pas mal quand on travaille tous les jours, de se lever en aimant ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la vidéo? À la base, je ne sais pas, parce que j'ai commencé ça, comme tu commences à jouer à un jeu vidéo, ou, voilà, parce que tu aimes ça, tout simplement, tu ne choisis pas forcément. Et parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos, je les ai montrées un peu autour de moi, j'en ai fait pour ma famille, enfin bref, classique, et j'ai quand même eu des retours globalement positifs. Donc je pense que quand tu fais un truc dans la vie et que les gens t'encouragent à le faire, ça aide aussi à vouloir continuer. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je faisais des vidéos de jeux vidéo, de à peu près tout ce que je faisais, de mes vacances, peu importe. Et puis après, j'ai continué parce que ça se passait très bien, et je me suis dit au fur et à mesure que je voulais en faire mon métier. Ok. Et tes études en soi, elles étaient orientées vraiment vidéo de base ou c'était plus quelque chose un peu à part et tu t'es recentré sur faire la vidéo après? Alors c'était plutôt la deuxième option, parce que comme beaucoup de gens qui finissent leur terminale, on va dire leur lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie, je ne voulais pas m'enfermer dans un truc et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai choisi de faire du journalisme, vraiment presque par hasard. J'ai eu une réflexion qui est toute bête, qui est vraiment très basique et peut-être naïve, qui est que comme je ne voulais pas faire la même chose tous les jours et je ne voulais pas m'enfermer dans un métier que je ne connaissais pas, et voilà, je me suis dit je vais faire un métier qui me permet de découvrir plein d'autres métiers, et ensuite je choisirai un métier que je trouve intéressant. Donc j'ai choisi le journalisme. Pourquoi? Parce qu'en fait ça me forçait à sortir de ma zone de confort, à aller parler à des gens que je ne connaissais pas, et à m'intéresser, même si à la base ça ne m'intéresse pas forcément, à des sujets divers et variés. Et je me suis dit que peut-être un jour je découvrirais, je sais pas, le métier de boulanger et je deviendrais boulanger. Et au final, j'ai gardé en fait ce côté journalistique à travers la vidéo, qui est que je vais rencontrer plein de gens pour diverses vidéos, diverses missions, mais je garde mon métier parce que ça me permet de faire des choses différentes tous les jours. Donc finalement, à la base, le journalisme, c'était pour ne pas m'enfermer dans un truc. Et je me suis enfermé dans la vidéo, entre guillemets, mais ça correspond à qui je suis et ce que je veux faire dans la vie, c'est-à-dire des choses différentes. Ok. Voilà. Donc de base, dans ta formation, tu n'avais pas réellement de formation vraiment à fond vidéo. Non. Et donc, comment tu as réussi à te former à ce métier de vidéaste? Alors, au début, après mon bac, j'ai fait une licence en communication, un truc qui m'a servi absolument à rien, parce que c'était que du théorique et ça servait à rien. J'ai perdu 3 ans de ma vie. Et ensuite, j'ai fait un master en journalisme vidéo. Donc, j'ai fait une formation en JRI, journaliste reporter d'image. En gros, c'est une formation qui te permet d'être quelqu'un qui sait tout faire. Ça permet de faire de la vidéo dans le cadre de la télé, donc des documentaires, des reportages, des trucs en direct, des lives. Donc le but, c'est de pouvoir être derrière la caméra, devant la caméra, de trouver des sujets, d'interviewer des gens, de faire le montage, de diffuser, de tout faire. Là où il y avait 3 personnes avant, il y a 20 ans derrière une caméra, il y avait le gars qui tenait le micro, il y avait des machins. Aujourd'hui, les mecs, ils savent tout faire. Et cette formation, c'était le but, c'était d'apprendre à faire ça, de toucher au matériel, etc. Donc j'ai fait ça. Donc là, ça a été pour le coup vraiment très intéressant en alternance. J'ai fait des trucs concrets, j'étais avec des vrais journalistes, des professionnels.
qui m'ont appris des vraies choses, qui m'ont donné des bons conseils. Enfin voilà, c'était vraiment utile. J'étais content d'aller en cours. C'était la première fois de ma vie, quoi. Donc c'était vraiment cool. Et à côté, on va dire que ça c'était 20%, tout ce que j'ai dit c'était 20% de mon apprentissage. Et à côté, 80%, voire plus, c'était YouTube, Google, Internet, de manière générale. En gros, je me suis formé. Genre, j'avais envie d'apprendre un truc sur telle caméra, quelle caméra choisir, quel micro choisir, comment utiliser ça, comment faire des plans plus stylés, comment machin. J'ai tout appris sur YouTube avec des mecs de 0 € gratuit, hyper bénéf. Donc voilà, donc c'est essentiellement YouTube. Et après, je suis allé dans la rue, je suis allé dans des manifs, peu importe, j'ai interviewé des gens pour rien, pour m'exercer. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et que je suis là et que je travaille tous les jours aujourd'hui. Voilà. Ouais, donc tu es vraiment, on va dire, tu es un résultat de tes efforts sans réellement cours derrière pour t'apprendre un peu tout ça. C'est vraiment, tu t'es formé vraiment tout seul au métier. Ouais, et puis même quand on a des profs qui sont à dispo, qui sont des vrais journalistes, etc., si on s'inscrit mais on n'a pas vraiment envie d'être là, on ne fait pas les efforts pour. Moi, je sais qu'il y avait des gens dans ma classe qui ils s'en foutaient, quoi. Ils étaient là, ils étaient un peu perdus, ce qui est normal, hein, il y en a toujours. Bah, ça ne sert pas tant que ça. Il faut vraiment, si tu as envie, si tu es passionné, si tu as trouvé entre guillemets ta passion, c'est un peu un effet boule de neige. Tu vas aller poser des questions au prof, ensuite il va voir que tu es intéressé, donc il va aussi te parler de trucs que tu ne te poses même pas la question au début. Ça va t'ouvrir des portes, voilà. Donc c'est surtout l'envie qui fait que tu vas réussir. Et voilà, même si tu as peur de quoi que ce soit, tu t'apprends au fur et à mesure à les dompter, entre guillemets. Okay. Donc voilà. Et justement, en parlant donc de passion, de sujet passion, Ouais. est-ce que tu te souviens encore de ta toute première vidéo, vraiment une vidéo dont tu es fière et la première concrète que tu réalisais? Oui et non. Alors j'ai plusieurs exemples parce qu'en fait mes premières vidéos c'était pas à titre professionnel. Mais je me rappelle de vidéos qui sont très certainement disponibles encore sur internet. Sur des jeux vidéo, je jouais à Dofus. Et j'avais mon petit sacré niveau 200 et j'ai commencé sur ça, sur un jeu vidéo, et c'était vraiment super cool, quoi. Enfin, franchement, j'étais super heureux, j'étais super fier de mon personnage, tu vois. Donc j'étais très content de le montrer et de voir le résultat et tout. Enfin, je connaissais rien à la vidéo, elle n'a pas forcément marché plus que ça, hein, c'est très niche. Mais c'était vraiment le premier souvenir stylé que j'en garde, plus que des vidéos de vacances ou je sais pas quoi. Et en professionnel, il y a en gros mon premier vrai tournage professionnel où j'ai été rémunéré. C'est un gars sur TikTok qui m'a trouvé parce que j'avais fait des manifs et j'avais publié des vidéos sur TikTok. Et il y a un gars, un gendarme qui m'a trouvé. Il m'a dit ouais, j'aime bien tes vidéos. Je fais une remise de diplôme parce qu'il avait une autre entreprise, peu importe. Et j'ai besoin de tes services et tout. Et donc je suis allé dans le nord de la France pour aller filmer. Je ne connaissais pas ce gars, il ne me connaissait pas. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment cool. C'était assez stressant. Mais c'était une très bonne expérience pour rentrer dans le monde professionnel. Et après, on a retravaillé ensemble et tout. Après, donc ça s'est bien passé. Mais bon, voilà, c'était moins plaisant que les jeux vidéo. C'était plus de stress. Mais par contre, c'était ma première vraie vidéo rémunérée par un inconnu. Donc ça, c'était quand même quelque chose. D'accord. Et justement, donc, en parlant d'inconnu, aujourd'hui, donc, tu travailles en tant qu'externe au sein de Veolia, donc, dans la communication, dans la direction communication interne de la direction informatique de Veolia. Ouais. Mais tu es aussi indépendant à ton compte. Ouais, c'est ça. En gros, globalement, je suis en auto-entreprise. J'ai une auto-entreprise à mon nom. Et après, mon gros client, c'est Veolia parce que j'ai fait une alternance chez eux pendant mon master en journalisme. Et pendant cette année-là, je me suis formé, j'ai acheté mon propre matos tout seul. Hein, personne ne m'a demandé de le faire, il y avait du matériel à Veolia. Mais j'ai acheté mon matos, je me suis formé, enfin voilà, j'ai montré que j'avais envie voilà, de faire de la vidéo, etc. Pas forcément que chez Veolia, mais voilà. Et donc à la fin, ils m'ont proposé de rester, de travailler chez eux en freelance. Donc aujourd'hui, je travaille, c'est eux qui me payent globalement 90 ou 15% de mon salaire.
Mais ça m'arrive de faire des mariages, de travailler pour différents départements. Enfin voilà. Donc j'ai cette casquette auto-entrepreneur, mais je travaille essentiellement pour un gros client qui est Veolia, ce qui est plutôt pas mal parce qu'au siège, je suis au siège et il y a 2000 personnes qui travaillent au siège. Donc en fait, il y a une source infinie de demandes de vidéos et j'ai du travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même il y a trop de travail, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas à plaindre, mais c'est vraiment, voilà, c'est des vidéos institutionnelles. Après, ce n'est pas le truc le plus sexy de la Terre. Mais ça paye. Voilà. Et à côté, j'ai les réseaux sociaux où je fais des vidéos pour mes parents qui habitent en Afrique du Sud, dans une réserve. Donc je fais aussi les réseaux sociaux en plus, ce qui me permet d'avoir une visibilité assez folle, parce que ça fait plusieurs millions de vues par mois. Et donc de temps à autre, il y a aussi des gens externes à ma vie que je ne connais pas du tout qui me disent « Ah, j'aime bien tes vidéos, est-ce que tu peux faire une vidéo pour moi ?» machin. Donc voilà. Ok. Tout ça. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à, plutôt que de te dire je vais aller dans le confort d'une entreprise et si Veolia me proposait de m'embaucher, devenir vraiment interne et me dédier 100% à Veolia, qu'est-ce qui t'a orienté plutôt sur travailler pour Veolia, mais aussi te mettre à ton compte? En fait, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que j'ai pas envie de faire la même chose tous les jours. Donc je sais que si je rentre dans un contrat, je deviens un salarié, ce qui a beaucoup d'avantages. Après, je vais être obligé de faire ci, ça, et je ne pourrai pas faire ce que je veux à côté. Donc en fait, mon but, c'était justement de ne pas trop m'enfermer tout de suite, en tout cas dans un confort qui fait que j'en ressortirai jamais. Mais plutôt de me garder toutes les portes ouvertes, quitte à être moins confortable, même si je ne suis pas à plaindre. Mais ça, voilà, j'ai pas envie, si demain j'ai pas envie de venir travailler pour Veolia parce que j'ai un autre tournage ou parce que je veux aller faire le Tour de France à vélo, de machin, de trucs, je peux. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Moi, je suis pas là pour travailler. J'aime bien mon métier parce que c'est une passion, mais en fait, voilà, j'ai pas envie que ça soit une source de problème, quoi. Donc je préfère être libre et pour l'instant, ça paye dans le sens où voilà, je fais un peu ce que je veux et ça se passe très bien comme ça. Donc il n'y a pas de raison que je change. Donc voilà, j'ai pris ça un peu comme ça sans réfléchir, mais c'était un bon choix, je trouve. Oui, effectivement. Puis ça te permet d'avoir des horizons beaucoup plus vastes que juste une entreprise. Et justement, au sein de Veolia, concrètement, sur quel type de projet? Parce que tu viens de nous expliquer que donc, tu manquais jamais de travail, mais concrètement, sur quel type de projet on vient te chercher pour réaliser des vidéos? Est-ce que c'est des sujets assez récurrents? Est-ce que le style de vidéo c'est assez varié. En fait, déjà, les formats varient beaucoup. Parfois, c'est des visites d'usine. Parfois, c'est des interviews dans une salle comme ça. Parfois, c'est juste du montage vidéo sur un logiciel pour présenter une fonctionnalité ou comment faire ci, comment faire ça. Parfois, c'est un truc basé que fait d'IA, donc c'est une voix IA, c'est des images d'IA. Enfin voilà, après, j'utilise beaucoup ça maintenant depuis l'apparition de l'IA, entre guillemets. Mais c'est des trucs très variés. C'est pas les sujets, comme je disais, les plus sexy de la Terre, mais c'est comme ça. Voilà, il y a des sujets tout à fait niches, mais très intéressants, qui ont besoin de vidéos pour communiquer dessus, puisque justement, c'est super compliqué souvent à comprendre. Donc, la vidéo, ça permet on va dire, de démocratiser, de rendre ça plus accessible que 4 pages de PDF, c'est insupportable à lire, en police 10, personne ne lit ça. Donc voilà, c'est assez varié, donc ça c'est cool. Même si je travaille souvent pour les mêmes personnes, les mêmes sujets, je fais quand même des choses différentes tous les jours, donc c'est cool. Ok, et donc au sein de Veolia, donc ça reste vraiment sur promouvoir un peu ce qui est fait au sein de l'entreprise et vulgariser au maximum ce qui est fait. Mais du coup, côté indépendant, est-ce que, donc tu vas nous expliquer que tu faisais pour tout ce qui pouvait être des mariages, des événements et tout ça, mais aussi pour tes parents. Et donc, globalement, quand tu communiques comme ça au niveau pour des clients à l'extérieur, est-ce que les formats, pareil, ça varie beaucoup? Et quand tu communiques pour tes parents, quel est l'objectif derrière?
Pour mes parents, en fait, tout ce que je fais pour d'autres gens que mes parents, globalement, c'est des vidéos carrées, enfin, c'est institutionnel, c'est du mariage, c'est des beaux trucs très travaillés et tout. Pour mes parents, c'est réseaux sociaux. Donc, globalement, ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, et j'ai compris puisque ça marche quand même, hein. Je me jette des fleurs, mais bon, voilà. Euh, c'est que plus tu travailles ta vidéo et moins elle marche. C'est aussi simple que ça. Ce qui intéresse les gens, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu filmes ce qui t'arrive, tes galères, tes machins. Tu n'essayes pas de maquiller, de mettre des trucs super beaux, des meilleurs filtres, des machins, on s'en fout. Aujourd'hui, juste tu montres la réalité. Donc ce que je filme pour mes parents, c'est vraiment des trucs très simples. En gros, ils vivent, comme je l'ai dit, au milieu de la brousse. Donc, par exemple, il y a un éléphant de temps à autre, ça paraît fou, mais c'est le cas, qui va aller boire dans la piscine. Bon, donc là, je mets une vidéo de ça. Donc là, il y a des milliers de gens qui me disent qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi est-ce qu'il y a un éléphant dans la piscine? Pourquoi est-ce que le chlore, ça va le tuer? Enfin bon, et après, il y a des experts qui me disent de comment vivre ma vie, mais bon, ça, c'est un autre détail. Et donc, je réponds à des choses comme ça, qui sont des questions tout à fait légitimes, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a un éléphant dans sa piscine. C'est pas commun. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment des vidéos toutes simples. Je fais ce qui me passe par la tête. Mes parents m'ont jamais demandé quoi que ce soit, ils m'ont jamais dit fais du travail pour nous, esclave, on te donne à manger, on t'a nourri. Non. Donc c'est vraiment de mon plein gré que je le fais. Et en fait, je le fais pour moi parce que ça fait des vues au début, voilà, mais très vite tu t'habitues aux vues, en fait, tu te rends compte que ça sert à rien. Ça me rémunère un peu les réseaux sociaux, mais en fait ça rémunère surtout mes parents parce que eux en fait ça leur envoie des clients, donc ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi grâce à mon travail bénévole. Mais voilà, ça me fait plaisir. En fait, c'est un plaisir parce que c'est trop cool. C'est un endroit magnifique, c'est un style de vie magnifique et c'est un plaisir de pouvoir aider des gens de ma famille, quoi, comme ça, en faisant ma passion, quoi. C'est vraiment le hasard qui fait qu'ils ont un endroit très stylé et moi je sais filmer, mais le mélange fait que c'est super. Ouais, donc c'est plaisir sur plaisir. Voilà, c'est ça, c'est super. Il n'y a rien à dire, rien à changer. Et donc au niveau matériel, Ouais. donc quand tu filmes à Veolia, est-ce Ouais. que du coup le matériel reste le même que quand tu filmes par exemple chez tes parents, ou est-ce que du coup tu as une adaptation de matériel pour côté pratique ou côté format? Ça va dépendre des formats, mais si je fais des trucs pour les réseaux sociaux, généralement j'utilise mon téléphone. Je sors le téléphone pour illustrer. Donc voilà, je sors le téléphone pour les réseaux sociaux. Et sinon, pour tout ce qui est professionnel, j'ai 2 ou 3 caméras professionnelles, des Sony A7 III pour être exact, qui sont les entrées de gamme pro, on va dire, mais qui font des vidéos magnifiques. J'ai des trépieds, j'ai un drone, j'ai un stabilisateur, j'ai un fond vert, j'ai des lumières. Enfin, j'ai investi au fur et à mesure. Donc maintenant, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Donc j'ai vraiment un matériel pro pour faire mes vidéos pro. Voilà. Donc voilà. Donc ça, après, ça m'arrive de l'utiliser même chez mes parents, si je veux faire un truc un peu plus documentaire, un peu plus stylé, une interview, question-réponse, voilà, ça peut être utilisé aussi. Mais voilà, en fonction des formats, le matériel change. Ok. Voilà. Et si jamais quelqu'un par exemple voulait un peu débuter dans la vidéo aujourd'hui, voulait commencer un peu à faire ce que tu as fait il y a quelques années, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais de prendre comme matériel vraiment basique pour bien débuter son activité de vidéaste? Alors, pour répondre à ta question, en gros, ce que je dirais, moi pendant 2 ans, globalement, j'avais 50 onglets ouverts sur mon ordinateur avec 1000 caméras différentes, enfin 50. Parce que j'hésitais sur le matériel, ça coûte cher. Quand tu n'as pas de sous au début, tu commences, tu n'as pas envie tu n'es pas certain que tu veux faire de ça ton métier. Donc je comprends la galère. Moi, le matos que j'ai choisi à la fin qui m'a servi et qui est super, globalement, c'est un Sony A7 III avec un objectif Sony 24-105 mm. Voilà, donc avec les micros DJI ou G, ça dépend si on est français ou anglais. DJI mic, je crois que c'est les deux, je ne sais pas. C'est ce qu'on a là.
Et globalement, avec ça, tu fais tout. Tu as la caméra, tu prends un trépied sur Amazon à 40 euros, tu as le son. Et après, tu vas venir agrémenter avec si tu veux acheter un prompteur, si tu veux acheter un fond vert, si tu en as besoin. Mais globalement, au début, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin d'une caméra, un trépied, un stabilisateur si tu veux faire des trucs un peu plus stylés, entre guillemets. C'est super pratique pour tout ce qui est événementiel, mariage, etc. Mais voilà, il ne faut pas attendre 1000 ans parce qu'en fait, moi, la seconde où j'ai acheté, donc j'ai attendu vraiment quasiment 2 ans avant d'acheter. Et le jour où j'ai acheté, j'ai récupéré ma caméra. Le lendemain, je filmais tous les jours dans la rue, machin. Et là, j'ai progressé de fou, quoi. J'ai vraiment pu tout apprendre. J'avais regardé plein de vidéos sur comment faire ça, mais je ne pouvais pas le mettre en pratique parce que je n'avais pas le matériel. Là, j'ai pu pratiquer. Et après, ça s'est enchaîné direct. J'ai trouvé des clients. Voilà. Donc, je ne regrette pas d'avoir investi. Et après, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à investir dans le matos le plus cher, le plus stylé, Il n'y en a pas forcément besoin, mais des fois, quand tu mets le prix, vraiment, ça fait la différence, quoi. Parce que par exemple, j'avais acheté d'autres micros avant qui sont au bout de 10 mètres, ils déconnaient, machin. Ceux-là, au bout de 200 mètres, ils fonctionnent très bien encore. Enfin, voilà, des fois, il faut payer un peu plus cher et ça fait la différence. Donc voilà. Ok, et donc là on a parlé matériel, mais du coup Ouais. quand on passe au niveau montage, Ouais. est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller donc, pour ceux aussi, pareil qui débutent, Ouais. pour faire un montage, on va dire, efficace, simple, rapide et qui fasse un très bon résultat? Ouais. Alors moi, ce que j'utilise, à chaque fois que je le dis, j'ai un peu honte parce que je sais que je suis jugé par les autres vidéastes et tout. Mais bon, j'en ai rien à foutre. C'est que j'utilise CapCut. En gros, j'utilise CapCut, qui est le logiciel développé par TikTok. Donc, on connaît tous, beaucoup de gens connaissent le CapCut sur téléphone, mais il y a un CapCut sur ordinateur qui est gratuit dans l'ensemble. Et après, l'abonnement, c'est 10 balles par mois, ce qui est genre 5 fois moins cher que la suite Adobe. Tu as besoin d'un ordi beaucoup moins puissant, tu n'as pas besoin d'un Mac ou je ne sais quoi pour le faire tourner, pour faire des vidéos en 4K. Il y a tout qui est intégré, qui est hyper facile, tu peux enlever le fond vert, tu peux tout faire globalement. Tu ne peux pas faire ça au point, tu peux faire un film, hein, mais ce sera moins perfectionniste, largement moins que Adobe ou DaVinci, ou pour ceux qui connaissent, voilà, ça leur parlera. Mais globalement, c'est un gain de temps phénoménal. Quand tu exportes les vidéos en 1 minute, elles sont exportées alors que tu as 20 minutes de vidéo. Sur Premiere Pro, il te faut 1h30. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Enfin bref. Donc les Chinois, ils ont fait CapCut. Ça marche super bien. C'est hyper efficace. Tu as des banques de musique, d'effets. Enfin, c'est super. Donc moi, j'utilise ça. Depuis que j'ai découvert ça, je suis 3 fois plus rapide pour faire tout. Et je recommande à n'importe qui commence de faire ça. C'est un logiciel comme un autre, il peut tout faire. Donc voilà. Et il y a plein de trucs d'IA qui sont intégrés. C'est mis à jour 3 fois par semaine. Il y a des trucs qui évoluent tous les jours, donc c'est vraiment, vraiment très pratique, quoi. Ok. Et justement, en parlant d'IA, Ouais. donc tu as déjà abordé plusieurs fois l'aspect que depuis que l'IA est arrivée, tu l'as pas mal intégré dans ton métier. Ouais. Et justement, en matière d'IA, comment tu l'intègres donc au niveau de ton métier? Et est-ce que tu penses que l'IA Ouais. va plus, enfin c'est plus une aide ou est-ce que c'est presque un risque pour ta créativité? Est-ce que c'est un risque en soi l'IA pour la créativité? Je pense pas, parce qu'en vrai, déjà tu peux t'en passer, hein, si tu veux être créatif et que c'est un danger, bon bah tu fermes le truc, tu fais autre chose. Mais c'est une aide, ça c'est sûr à 100%, parce que ça me fait sur les sous-titres, sur tout ce qui est chronophage, qui est hyper chiant à faire, que tu n'as pas envie de faire. Ça te fait gagner un temps fou sur les fonds verts. Je peux blanchir les dents des gens, je peux changer la couleur des yeux. Il y a plein de trucs qui servent à rien, hein. Mais c'est quand même super pratique. Je fais les sous-titres en 10 minutes avant où je mettais 1h30. Enfin, il y a vraiment une vraie différence, un vrai impact très utile. Maintenant, il y a un problème, mais ça c'est à chacun de le gérer, c'est que comme tu peux délivrer plus facilement, tu délivres plus, tu réponds à plus de demandes, donc en fait tu t'arrêtes jamais. Donc au début je pensais qu'avec l'IA je travaillerais moins.
C'est pas forcément faux, je travaille un peu moins, je pense, mais ça, c'est juste moi qui me suis calmé. Mais par contre, je produis beaucoup plus. En autant de temps, ou en un tout petit peu moins de temps, je fais énormément plus. Peut-être, je pense que j'ai multiplié par 4 ou 5 le nombre de vidéos que je sors euh, en une journée, quoi. Enfin, en une journée, l'équivalent d'une journée de travail. Donc, donc ça a un vrai impact. Après, pour la créativité, bah, en fait, je pense que pour être créatif, faut juste, ça n'a rien à voir avec l'IA, mais faut doser la quantité de travail pour avoir des moments où en fait tu ne travailles pas et tu fais autre chose et tu as des inspirations qui viennent dans la vie de tous les jours, sur les réseaux, qui te permettent de renouveler ta créativité. Parce qu'en fait, quand tu fais que travailler, bah, tu vois que ce que toi tu fais et c'est plus compliqué d'être créatif. Voilà, tu peux saturer facilement. Ok, et Voilà. justement quand tu parles d'inspiration, est-ce que du coup tout ce qui est format inspiré du web comme Combini, Brut, Ouais. est-ce que ça va influencer, enfin est-ce que ça a influencé ton travail et ta façon de filmer ou est-ce que c'est plus un exemple et après tu vois, tu as fait ton propre style? C'est un exemple et j'ai fait mon propre style, mais après, il est évident que tous les formats sur Internet, globalement, sans que je sois au courant ou pas, je ne peux pas penser consciemment à un format où je me suis dit je l'ai copié. Mhm. Après, ça m'arrive quand je fais des choses pour les clients qui me disent ouais, est-ce que tu peux faire un truc comme Combini ou comme Brut ou comme machin. Ça arrive souvent. Donc, c'est ce que je fais. Je fais un truc qui ressemble, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans mes vidéos de tous les jours, par exemple ce que je fais pour mes parents, où là je suis totalement libre de faire ce que je veux, bah non, il n'y a rien. Je le fais comme je le sens au moment du montage, mais je ne le réfléchis pas, il n'y a rien de prémédité. Y a pas... Après, c'est sûr qu'il y a des influences qui viennent d'Internet, de ce que je vois, mais en tout cas pas de manière consciente. Je ne me dis pas, je vais faire comme ce gars-là, ou comme cette fille-là. Donc voilà. Ok, et donc on a parlé donc d'IA Ouais. et justement est-ce que donc avec la façon dont tu utilises l'IA, est-ce que tu penses que justement l'intelligence artificielle va changer le métier de vidéaste? Et si oui, dans quel sens ça pourrait aller selon toi? Bah, ça a déjà changé mon métier, ça c'est sûr. Parce que comme je l'ai dit, ça m'a fait gagner un temps fou sur plein de choses. Ça me permet de faire autre chose, de faire plus de vidéos ou d'aller trouver des inspirations ailleurs ou d'avoir plus de temps pour gérer la compta, enfin peu importe. Mais ça m'a aidé, ça c'est sûr. Et je pense que tous les vidéastes ont été impactés, je pense, positivement. Peut-être pas, mais bon, je pense. Est-ce que c'est un risque À l'heure actuelle, non. Parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de métiers, voire tous les métiers, je ne sais pas. Mais globalement, ça reste un truc qui est très. Il faut quand même maîtriser l'outil. Donc, à l'heure actuelle, il y a des outils qui te permettent de générer des vidéos, des machins, des trucs très stylés, juste en écrivant un prompt. Mais c'est jamais exactement ce que tu veux. Alors, ça correspond à certains besoins. Il y a des gens qui disent ouais, je veux une vidéo de machin, truc, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas avoir un truc très précis. Donc ça répond à leur vidéo, il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux un truc très précis, tu veux passer un message précis, tu veux que le chat dans ta vidéo il soit roux et pas blanc, enfin peu importe. Là, il faut faire appel à quelqu'un qui maîtrise vraiment un logiciel qui est vidéaste, quoi. Donc, ou monteur vidéo. Donc en fait, comme beaucoup de métiers, il faut une certaine expertise qui demande en fait des années d'utilisation, d'expérience, de machin, de trucs. Parce que tu peux le faire toi-même, mais ça va te prendre 5 fois plus de temps et ce sera moins stylé. Donc, donc voilà, si les gens utilisent l'IA comme moi je le fais, je pense qu'ils ne seront pas dépassés. Après, ça, les choses vont très vite, etc. Mais voilà, il y a plein de métiers. Moi, je ne vais pas devenir comptable demain parce que l'IA permet de faire la comptabilité plus vite. En tout cas, à mon échelle. À mon échelle, je pourrais, je veux dire. Mais une entreprise, elle ne va pas virer tous les comptables parce qu'elle peut le faire en 3 secondes. Il y a toujours un mec qui sera derrière qui va dire il faut vérifier, quoi. Il faut vérifier ce que le logiciel fait. Ou il faut donner les ordres. Donc voilà, si on utilise l'IA, je pense, pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'a aucun risque. Si on ne l'utilise pas, c'est différent. Ok, Mais donc ce bon. serait plus vers une cohésion entre IA et
vidéaste, sachant qu'il y aura toujours besoin du savoir-faire du vidéaste derrière Voilà. pour faire du bon... Au moins de la personne il y aura besoin d'une personne qui maîtrise l'outil. Mm. Voilà. Après, peut-être que c'est pas impossible, que c'est même probable que ça devienne extrêmement, extrêmement simple. Mais même en étant extrêmement, extrêmement simple, il y a plus de gens qui vont se lancer, il y aura plus de concurrence, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, si tu n'es pas trop mauvais dans ce que tu fais, voilà, tu vas toujours t'en sortir. Hein. Franchement, j'espère, parce que sinon je serai au chômage bientôt. Bon, c'est la vie. Hein. Je changerai de métier, je serai boulanger, et là, l'IA, elle ne va pas le faire. Quoique. Et justement, en parlant de changer de métier, comment tu te vois comment plus tard? Comment tu vois ton évolution professionnelle, justement avec ou sans IA, au niveau de ton métier de vidéaste, comment tu te vois évoluer? J'en sais rien. Je sais pas, en fait, je pense que je vais continuer à faire ce que je fais encore quelques temps, je sais pas combien de temps. Mais après, je pense que c'est intéressant de faire, d'aller plus vers les trucs personnels, donc pour mes parents, mais pour moi aussi, de faire plus des vidéos de vie de tous les jours qui correspondront à ma vie. Donc je sais pas, peut-être si j'achète un appartement, je ferai un documentaire sur enfin bon, j'en sais rien en vrai. Peut-être que je ferai un documentaire à l'autre bout de la planète sur telle population ou telle pratique ou tel truc. Franchement, je n'ai aucune visibilité sur l'avenir. Mais j'ai envie d'aller moins vers le travail institutionnel et plus vers le travail sur ma vie, parce qu'en fait c'est quand même plus facile et encore plus agréable de travailler sur des choses qui nous font plaisir. Donc voilà, après c'est difficile parfois de faire la part des deux, tu vois, de vivre et en même temps de se dire ah putain ça il faut que je le filme parce que ça sera utile, ça il faut pas que je le filme. Ça c'est un truc en plus, un challenge. Mais j'ai pas vraiment de plan de l'avenir, je sais pas où je vais habiter, je sais pas avec qui, je sais pas. Bon, voilà, on verra. Ok, et donc petit mot pour la fin. Ouais. Pour ce qui est justement donc, un vidéaste dans l'univers du digital, donc avec tout ce qui est notamment réseaux sociaux, un petit conseil de fin que tu pourrais donner à toute personne qui veut se lancer dans ce métier avec justement l'aspect très réseaux sociaux aujourd'hui qui est omniprésent, je pense, dans ce métier. C'est l'avenir. Enfin, c'est le présent et c'est l'avenir, ça ne va pas changer. En gros, si vous voulez faire des réseaux sociaux, globalement, c'est un métier à plein temps. Surtout quand tu commences. Après, une fois que tu es lancé, tu peux te décrocher un peu et disons que la roue enclenche et fait que ça peut continuer à tourner. Mais si tu veux percer, entre guillemets, tu n'as pas besoin d'avoir une vie incroyable avec des éléphants dans ta piscine. Tu peux aussi, je connais plein de gens sur les réseaux sociaux que je suis, qui ont des vies tout à fait normales. Juste, ils se sont lancés dans un projet, un défi parfois hors du commun, parfois tout à fait basique, genre acheter une maison, je reprends cet exemple, et la rénover, genre acheter un van et le rénover, genre partir vivre à l'étranger, tester des nouveaux métiers. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas impossibles, qui sont accessibles à n'importe qui. En gros, mon meilleur conseil pour les gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, c'est donc d'avoir, peu importe le projet qu'ils ont, avoir un projet où ils vont montrer les défis auxquels ils font face. Voilà, ils vont expliquer leurs problèmes, leurs galères. Et il faut être récurrent. En gros, c'est ça la clé, c'est d'être récurrent, de poster peut-être 1, 2, 3, 4, 6 fois par semaine, j'en sais rien. Parce que les gens qui s'abonnent, en fait, qui te suivent, ils s'abonnent parce qu'ils te voient de manière fréquente, parce qu'ils s'abonnent comme à une série que tu regarderais sur Netflix. Ils attendent la suite, quoi. Ils ne vont pas s'abonner à quelqu'un qu'ils ont vu une fois, ils vont vraiment s'intéresser à quelque chose qu'ils voient de manière fréquente. Et c'est ça la clé. Moi, à chaque fois que j'ai pris, on va dire, des abonnés, c'était quand je postais de manière fréquente. Voilà, c'est ça qui paye. Et après, chaque vidéo amène d'autres vidéos, amène d'autres vues, voilà. Donc voilà, c'est pas impossible, n'importe qui, entre guillemets, peut le faire, c'est pas vrai, mais bon, si on est récurrent et qu'on lâche pas, il y a toujours un moment où on trouve la bonne formule et ça marche. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, un vidéaste en 2024, c'est trouver un sujet intéressant, être récurrent et pourquoi pas aussi utiliser l'IA du coup pour faciliter un peu son travail au quotidien. Tout à fait. Ok. Exactement. Merci beaucoup Valérian pour
donc, pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour un prochain talk du MBA MCI.